Salut à tous, épisode 11 avec cette équipe d'Astana qui, évidemment, s'avère super marrante à jouer. Ça dépasse en fait mes attentes, pour être très franc. Vous me direz, où est-ce que vous la placez ou vous la placeriez sur l'échiquier des parties que j'ai déjà pu proposer, que ce soit sur PCM 2018 ou 2019, si vous en avez envie en tout cas. On va parler de recrutement, bien sûr, dans cet épisode-là. Alors, ce qui est clair déjà, c'est que pour identifier nos besoins, il faut identifier ce qu'on a réussi et ce qu'on a raté. Les grands tours, ça s'est très bien passé, avec notamment cette apothéose victoire de Jakob Fuglsang sur le Tour de France, au nez à la barbe de Froome, de Dumoulin. Donc vraiment un gros succès. Après, sur les épreuves World Tour, on a été un peu plus dans la gestion, un peu forcé aussi de faire des choix. Championnats nationaux, on aura quelques maillots la saison qui vient. Sur les monuments, c'est peut-être là que je dirais, avec les classiques aussi, où on doit faire le plus de progrès. Parce que il y a comme ça, il y a vraiment des coureurs à faire progresser. Je pense à Lutsenko et Kort Nielsen. Bon, on va reparler juste après avec peut-être quelques ajustements aussi. Donc, il est évident que je vais choisir de prolonger avec Astana, bien sûr, parce que la partie sinon elle a aucun sens. C'est avec Astana qu'elle doit se passer, bien évidemment. Et on va commencer donc à soit re-signer, soit recruter. C'est parti. Je vais commencer avec une valeur sûre. Magnus Kort Nielsen, qui s'est avéré être au gré de combien? Oui, une augmentation de notes jusque-là. Une seule augmentation à un moment donné où il ne courait pas. Il y a eu comme ça une petite augmentation avant le Dauphiné, pour être précis. L'entraînement a porté ses fruits. Je vais le prolonger, bien sûr, parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Et dans la foulée, on va aussi aller chercher des collègues danois. Je vous ai mis les noms. Il y a Mats Pedersen qui est recruté. Il y a Søren Kragh Andersen aussi. Il y a Mikkel Bjerg. Et quelqu'un, attention, son nom est amusant, Niklas Egg. Voilà, il paraît qu'il faut dire tout ça attaché, presque comme si c'était en un seul mot. Voilà mes 4 petits Danois que je vais aller ajouter au contingent déjà présent, qui était assez faible. On en avait 3 en fait. On en avait 3 jusque-là. On en rajoute 4. Pourquoi est-ce que le compte n'est peut-être pas tout à fait bon quand je vous parle de 3 plus 4 ou je sais pas quoi? Ouais, parce qu'il y a le cas Jakob Fuglsang qu'on va aussi regarder juste après. Donc, recrutement avec joli salaire pour les 2 premiers, avec salaire un petit peu moindre pour Egg et Bjerg, parce qu'ils n'ont pas encore exactement prouvé des choses encore, donc ils ont un salaire un petit peu moindre. Mais j'ai quand même un peu envoyé la monnaie, dans le sens où on va pas utiliser tout notre budget de toute façon. Et de ce fait, je peux légèrement surpayer certains, parce qu'en fait, ça m'embarrasse pas. On a 700 000 de budget, c'est largement suffisant pour faire des offres aux gens qui le méritent. Et arrive une question. Qu'est-ce qu'on doit faire avec Jakob Fuglsang? On pourrait vraiment tiquer sur le fait qu'il a 34 ans, donc il aura 35 l'année suivante, il ne peut plus progresser, il a peut-être en vue la perte de certaines notes dans le jeu. Il peut donc régresser en quelque sorte. Ça va être très cher de le prolonger parce que il vient de gagner un Tour de France, excusez du peu. Mais moi, je vais jouer vraiment la carte de la fidélité. Fidélité absolue à quelqu'un qui est chez Astana depuis très longtemps et dont je suis, on va pas dire tombé amoureux, ce serait absolument abusé de dire ça, mais qui a vraiment touché mon cœur un jour de Tour de France 2014, quand il avait permis, avec, je crois que c'était Lars Bohm également ce jour-là, et Vincenzo Nibali, à taper un énorme coup sur ce Tour de France, sur l'étape de pavé, Tour de France 2014, qui reste un très beau Tour de France pour moi. Vous savez, c'est celui qui démarrait en Angleterre, en Grande-Bretagne, et avec une victoire en plus de Nibali qui était, elle avait du sens pour moi également. C'était, on va dire, c'est assez sentimental tout ça. Et Fuglsang, il est associé pour moi à cet esprit-là, et je suis super heureux de pouvoir le re-signer.
parce que même s'il ne gagne plus rien de significatif et que je balance l'argent par les fenêtres en lui donnant le salaire que je vais lui donner, parce que ça va faire mal, ça va piquer, je m'en fiche éperdument, parce que je pense qu'il mérite un énorme salaire. Le mec mérite d'être payé, un peu à l'image d'un Kobe Bryant, si on prend l'exemple de la NBA, qui, bien après le moment où il était à son top et où il a fait gagner des titres aux Lakers, a chopé un contrat max, qui a d'ailleurs un peu fait mal aux Lakers par la suite, parenthèse NBA refermée, mais moi je fais pareil là, je paye Jakob Fuglsang, il fait une super bonne saison, à partir de là, il mérite de recevoir ses 155 000 là, par mois, sur 2 années par contre, pas sur 3 années, je vais donc confirmer toutes ces signatures. Le contingent danois, c'est dans la poche. Voilà, on aura nos petits Danois. On va pouvoir se régaler. Après, on a évidemment la nécessité chez Astana de jouer la carte kazakh. Évidemment. Alors je vais promouvoir à cet effet, je vais promouvoir quelques coureurs. Il y a déjà des petites signatures du côté des U23, équipe donc de développement d'Astana. Et il y a aussi, là c'est ce que vous avez sous les yeux, on a vu juste avant, grosse DF. On va donner aussi une année à Zeitz. Je donne une année à ceux qui sont un peu anciens. Et voilà, et ça c'est pour les U23. Il y a ce Jafar là, qui est... franchement, quand vous voyez ses notes, vous dites, le type, en fait, il a au moins 67 partout. Voire même déjà des notes vertes pour d'autres secteurs. Donc il s'annonce comme excessivement intéressant, Jafar Bugalo. Et puis il y a comme ça aussi deux types également de l'équipe U23 que je vais, auquel je vais donner un contrat de 3 ans. Donc voilà, on va faire monter en équipe première, si j'ose dire, 3 coureurs de l'équipe réserve. Ça fait bien plaisir ça aussi, mine de rien, parce que je trouve que c'est génial de promouvoir des jeunes dans l'équipe vraiment Astana qui court en World Tour. Donc voilà, on verra un peu quel peut être leur développement aussi. Ça va être là encore plein de surprises parce qu'au final on peut pas prévoir qui va s'avérer vraiment bon et qui va plafonner assez rapidement pour rester un coureur très très moyen. Ça, pas le prévoir, parce que je triche pas, je veux pas voir les potentiels, etc. au moment où je fais le recrutement. Sinon je m'arrange trop et c'est pas rigolo, c'est pas très joueur quoi. Lutsenko, je n'en parle pas parce que lui, il a encore une année de contrat. La question de sa resignature, ce sera l'année qui suivra. Je vais donc m'attaquer là, j'ai commencé Giulio Ciccone, à un bloc de coureurs italiens. Giulio Ciccone, on va lui proposer un rôle un peu d'électron sur les grands tours. Dommage qu'on puisse pas affiner le rôle proposé. En tout cas, c'est vraiment l'idée que j'ai pour lui. Giulio Ciccone, il va être en soutien de nos leaders, d'une part. Bon, s'il arrive qu'il puisse jouer sa carte perso, on n'hésitera pas, peut-être à jouer une carte perso à un moment donné. Mais a priori, comme en contre-la-montre, Ciccone, il n'est pas génial. On va d'abord le voir comme un très bon électron pour aider dans la montagne. Vous avez sous les yeux Alberto Dainese, que je prévois comme poisson pilote de Moschetti, qui avait été signé juste avant. On peut croire en ces deux-là, l'attelage peut être pas mal. Puis je vais compléter un petit peu avec des jeunes italiens, Conchi et Covilli, qui eux par contre ont plus respectivement des statuts de puncher et grimpeur, avec comme ça la possibilité de venir aider sur des grands tours. Voilà. Donc j'ai abandonné la piste Moscone pour une raison très précise. J'ai abandonné Felline, j'ai abandonné Diego Rosa, j'ai abandonné plein de pistes. Pourquoi ? Parce que je voulais pas doublonner. Ça me fait mal, ça me fait très très mal. Mais parce que je voulais pas doublonner avec ma partie Andiamo Ragazzi que j'avais proposée sur PCM 2018 et où les Italiens jouaient un rôle majeur, puisqu'on avait constitué une équipe 100% italienne la première année pour aider Vincenzo Nibali à faire son triplé Giro, Tour de France, Vuelta. On a prolongé également dans la foulée Ballerini. On a, sans savoir exactement s'il a une vraie marge ou pas, c'est pas grave.
c'est pas grave, on y croit, on va essayer de lui faire gagner quelque chose lui un jour ou l'autre. Dario Cataldo également a prouvé qu'il avait vraiment sa place comme équipier, notamment sur le Tour de France qui avait précédé, donc voilà. Bloc danois, bloc kazakh, bloc italien, confirmé. On a fait les choses par nationalité. Et puis, vous voyez là, voilà, on est quasiment, à part le petit Colombien Miguel Angel Lopez qui reste une année de contrat et pour laquelle on pourra nourrir une réflexion à l'été qui suit. Hein. Très clairement, est-ce qu'on prolongera ou pas Miguel Angel Lopez? On verra bien. Maintenant, ce sera un choix qui sera pas lié à ce qu'il est bon ou pas bon, hein, parce que Miguel Angel Lopez il est génial, il est super du moment qu'on a mis les équipiers qu'il faut avec, parce que tout seul c'est pas Nibali justement, hein. Mais Lopez, j'exclus rien en fait là à ce stade-là, même si je vais jouer à fond pour lui la Vuelta qui suit, je n'exclus strictement rien concernant Lopez, re-signature ou pas l'été d'après, j'ai vraiment aucune idée à ce stade. Vous avez vu là, j'ai barré les gens qui seront pas prolongés et en essayant d'établir des petites correspondances avec ceux qui les remplacent numériquement ou bien au niveau du rôle. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le bloc espagnol, j'en ai pas encore parlé, le bloc espagnol ou hispanophone, c'est ce qu'on va voir, parce que je n'exclus pas peut-être de prendre un Colombien ou deux, on va voir ça tout de suite. Donc, il y a un problème de lieutenant sur Grand Tour, très clairement, parce que Ciccone, c'est génial. Est-ce que c'est vraiment un lieutenant pour un Grand Tour? Ça reste à voir. Dans l'immédiat, avant de prendre une décision, on va s'intéresser à Pello Bilbao, qui a prouvé à l'épisode précédent, voire étape 18 avec le Galibier, Pello Bilbao, Fuglsang, il peut lui dédier son Tour de France, partiellement au moins. Donc Pello Bilbao, prolongation, 1 an. Je vais m'engager que sur 1 an pour tous les Espagnols, comme ça on aligne les contrats par rapport à Miguel Angel Lopez. Si jamais du coup on abandonne la piste espagnole et même hispanophone sur un plan plus large, à ce moment-là, tout le monde aura son contrat qui termine en même temps et on ne triche pas à modifier les durées de contrat. Omar Fraile, évidemment qu'il mérite 1 an de plus. Pour les frères Izzaguirre, c'est encore un autre débat, c'est que je voulais les laisser partir, je vais les laisser partir, mais c'est pas parce qu'ils déméritent, c'est parce que j'estime que Yon est trop fort pour être un lieutenant, d'une part, et trop faible pour être un leader. Vous voyez, et par ailleurs, Gorka, c'est un puncher, je dois pouvoir remplacer Gorka Izzaguirre par un puncher déjà recruté ou à venir. C'est au moment des bilans, on essaiera de voir ça. Parce que c'est important d'avoir des punchers. C'est très très important. Alors là, petite parenthèse dans le recrutement, vous voyez, pour une fois, je me suis attaché à ne pas boucler tout le recrutement le 1er août. J'ai essayé d'être un tout petit peu plus patient et coller un tout petit peu à la réalité, dans le sens où vous savez très bien que pendant tout le mois d'août, voire même, tout le mois d'août, c'est là que les contacts se nouent. Et les équipes, elles n'ont pas bouclé leur effectif le 1er août, quoi. Donc, je me suis calmé. Je précise pour Luis Leon Sanchez qu'on a à l'écran là, c'est pas que je ne veux pas le re-signer, c'est qu'il prend sa retraite, lui. Lui, il prend sa retraite à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on va pas avoir le choix, hein. Notre ami Luis Leon Sanchez, il va s'arrêter. Attaque de Kwiatkowski dans l'avant-dernière difficulté de cette Classica San Sebastian. C'est rare que l'IA essaye de provoquer quelque chose dans l'avant-dernière. En tout cas, moi, ça m'arrive pas souvent sur cette Classica. Donc, intéressant, je vois que ça roule derrière. Donc, j'ai pas besoin de fusiller mes types, mes équipiers pour se griller totalement et aller prendre Kwiatkowski, qui a été repris dans on va dire dans le début du replat qui amène à la dernière difficulté. Énormément de battus sur cette attaque, accélération du groupe de poursuivants de Kwiatkowski, depuis qui a été repris bien sûr, mais ça a fait un énorme tri. On a vu notamment un Mathieu Van Der Poel ou bien un Geraint Thomas, entre autres, se faire totalement éliminer sur cette accélération-là. Ensuite, on va essayer de provoquer quelque chose. Avec Pello Bilbao, bien évidemment, on a 2 cartes essentiellement, nous, à jouer. Hein. C'est Lutsenko et Fuglsang.
D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est deux coureurs qui n'ont pas du tout le même profil. Lutsenko, il est assez polyvalent au final, mais plus rapide au sprint, hein, en cas d'arrivée de petits groupes, plus rapide que Fuglsang. Et Fuglsang, en revanche, si je veux gagner la Classica avec lui, j'ai quasiment l'impression qu'il faut que je m'échappe et que je termine en solo. Et regardez, terminer en solo, c'était pas forcément dans les tuyaux pour cette fois. Parce que on s'est déjà épuisé à suivre les attaques des principaux concurrents, hein. On peut citer Alaphilippe, Valverde, Bardet, ensuite il y a un léger regroupement à Vincenzo Nibali qui est présent également. Il y avait énormément de très 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 gros coureurs qui avaient fait le Tour de France avant, qui étaient alignés sur cette Classica. Et voilà, on est sur un petit groupe là qui va s'expliquer. Attention au départ de Kwiatkowski, ça peut faire très très mal cette histoire-là. Dans le final là, alors je suis obligé de donner du Fuglsang. Je me dis, allez tant pis, tu vas travailler pour Lutsenko de ce fait. Puisqu'il y avait Lutsenko qui a peut-être un poil plus de chance au sprint que Fuglsang. C'est parti, attention, Valverde, Alaphilippe, Lutsenko. Eh bien c'est Julian Alaphilippe qui va chercher cette Classica. Mais vous savez quoi, moi, ça m'a fait vachement plaisir. Parce que je trouve ça très moral que Julien Alaphilippe s'impose devant Valverde. Et je trouve que pour Lutsenko, prendre la 3e place, c'est pas déshonorant. C'est vraiment pas déshonorant. Je rappelle qu'on n'est absolument pas sous pic de forme. On sort du Tour de France à ce stade-là. Donc les mecs, déjà, c'est déjà beau de s'être alignés à la Classica. Puis après, je vais rencontrer un bug pour le complément de mon recrutement. Vous savez que je suis toujours à la recherche d'un lieutenant, je l'avais expliqué. En fait, il y a un bug qui est lié à la 1.052 qui était apparue il y a quelques semaines, corrigé par la 1.054. Mais au final, il y a plein de gens que je ne peux pas contacter. J'aurais adoré contacter quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment. C'était bien avant en fait qu'il gagne des étapes sur la Vuelta et qu'il soit actuellement au moment où je parle. Ça peut changer d'ici à la sortie de la vidéo dimanche matin. Mais Tadej Pogacar, ou Pogacar, hein, il faut voir un peu. J'aurais vraiment voulu Pogacar. Et sinon, tant pis pour la nationalité. Et sinon, j'aurais évidemment voulu Dan Martinez, qui était un profil assez idéal pour moi pour jouer un rôle de lieutenant sur Grand Tour. Et ben, il va falloir s'en passer. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas de prix qui est donné pour leur recrutement. Parce qu'en fait, le jeu a bugué, ils sont en fin de contrat, mais je peux pas les contacter. Quand je cherche à les contacter, ça fait comme avec Roglic sur l'image qu'il y avait précédent. Je pense à Esteban Chavez, mais je veux pas lui donner plus d'une année. Et vous voyez, rien que cette durée, elle bloque les négociations. Donc Chavez ne sera pas cet homme-là. On va ensuite parler avec Fausto Masnada, qui est très intéressant, mais qui est vraiment juste pour le costume de lieutenant. Hein. C'est pas un lieutenant Masnada. Hein. C'est un bon équipier, voire un très bon équipier potentiel s'il se développe. Dans le même registre d'équipier qui peut être précieux, il y a évidemment David De La Cruz. Mais là encore, De La Cruz, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le statut qu'on attend? En tout cas, lui, une année payée honnêtement, il accepte. C'est déjà un bon point. On va aussi contacter un Jesus Herrada, parce qu'il est lui aussi assez intéressant au niveau du profil. Hein. Je vais lui faire une offre assez raisonnable, mais un petit peu gonflée du fait que je veux lui donner qu'une année. Mais en fait, une année, c'est comme Chavez, ça passe pas. Ça passe pas une année. Et du coup, je m'essaye quand même à Mikel Landa ou pas? Honnêtement, Mikel Landa en lieutenant, ça la fout mal. Ce sera un retour, donc quelque part, retour chez Astana. Pourquoi pas, il y a brillé en plus. Mais le problème, c'est que financièrement, ça va demander beaucoup d'argent. Et puis surtout, une année, ça ne passera pas. Du coup, je suis absolument désolé pour le doublon. J'ai déjà joué avec Mas, avec cette série avec De Koning Quick-Step là, dans les premiers mois de l'année civile 2019, là, sur PCM 2018. Je suis désolé, mais je vais pas avoir le choix en raison des bugs du jeu qui m'empêchent de prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre Enric Mas pour une année en tant que lieutenant de Lopez ou bien de Fuglsang. Ça, c'est les choix de début janvier qui suivra.
qui seront à faire, quoi. Hein. Je peux pas trop m'engager. Parce qu'en fait, quand on fait un comparatif entre Masnada, De La Cruz et Mas, on s'aperçoit quand même que même si De La Cruz est intéressant contre la montre, les qualités physiques, notamment de Mas, n'ont à peu près rien à voir. Et je pense que j'ai tout intérêt à prendre Enric Mas. Voilà. Donc on va évidemment refuser les deux autres offres, hein, parce que je tiens pas non plus à gonfler démesurément l'équipe. Là, avec ce coureur là, qui nous rejoint, avec Enric Mas, on est à 27. 27, c'est un effectif qui est très suffisant quand on veut aborder une saison. C'est pas la peine de monter à 30, honnêtement. Donc voilà, et vous pouvez constater qu'on a au passage essuyé un petit échec, hein, sur la Classica, puisqu'on nous demandait la victoire, on n'a pas été capable de la chercher. Il n'y a pas d'objectif par contre sur le tour du Benelux, le Bing Bang Tour, mais par contre pour le plaisir, et pour faire plaisir pour le plaisir et disons pour aller un peu dans le sens de Kort Nielsen et Lutsenko qui ont besoin de jours de course. J'aime bien m'entraîner un peu au sprint, même si c'est pas un pur sprinter, hein, Kort Nielsen. Hein. Bref, j'ai joué et je vous proposais des brefs résumés de ce tour du Benelux parce que c'est quand même toujours une épreuve qui est sympa à jouer. On sait qu'énormément de choses peuvent se passer au cours des étapes 5, 6 et surtout 7. Donc il y a un vrai suspense qui est aussi dû au fait qu'il y a un très joli plateau. Très joli plateau de participants là sur ce tour du Benelux. Donc c'est pour ça que je me suis dit allez. J'hésitais vraiment à le simuler et je voulais proposer. On va aller, maintenant je pense que ça se dessine un petit peu, on va aller en direction de la Vuelta hein, dans cet épisode-là, et je m'arrêterai le matin même de la première étape de la Vuelta. Je vais aller jusque-là, dans cet épisode 11, de façon à être en mesure de pouvoir présenter la Vuelta aux épisodes 12 et 13. Il y en a bien pour, c'est un peu comme d'habitude, hein, je l'ai pas fini, hein, mais il y a toujours pour 1 heure à 1h10 environ, 1h15 pour un grand tour, hein, c'est un peu toujours la même chose. Ou alors c'est que vraiment on a des étapes inintéressantes qui méritent pas d'être trop développées, mais c'est pas le cas. Pas le cas de cette Vuelta qui est assez intéressante, qui est d'ailleurs au départ, on a pu le voir hein, un peu dans la réalité, c'était une course qui a été assez serrée jusqu'au contre-la-montre où Roglic a mis un petit peu tout le monde d'accord, et c'est vrai qu'à partir de là le suspense a été moindre. Dans PCM, ce qui est clair, c'est que on peut s'attendre à vraiment une course très serrée, et le seul spoil que je peux vous donner, j'irai pas plus loin, alors qu'on fait un temps qui est pas vilain hein, sur ce CLM très court, type prologue par équipe. Le seul petit spoil que je peux donner sur le début de Vuelta, il est pas non plus horrible, c'est que de très nombreux gros leaders vont être présents sur la Vuelta qui va suivre. Après, dans quel état, ça, on en parlera plus tard. Alors pour le moment, donc Benelux, donc Bing Bang Tour, il faut que je m'y fasse, où on joue un peu, à part ce prologue de l'étape 3, où on était au final pas ridicule du tout, on joue les places. On joue les places d'honneur, parce que regardez, le pauvre Kort Nielsen se fait damer le pion ici par Mathieu Van Der Poel et Sagan. Bon écoutez, plutôt sympa le petit duo là qui fait 1 et 2. Et puis je fais toujours ça, je garde 2 options pour l'éventuelle victoire finale, en tout cas pour le classement final, je garde 2 options qui sont Lutsenko et Kort Nielsen. Comme ça, j'ai des petites possibilités si jamais les choses sont mal engagées pour l'un ou pour l'autre dans une des 2-3 dernières étapes, de me raccrocher. Et puis aussi les histoires de forme du jour, parce qu'au final, quand vous disputez un tour du Benelux, qui est évidemment pas, vu le statut de l'équipe et vu aussi la nature de nos coureurs, qui ne peut pas être un objectif de la saison, un objectif majeur en tout cas, sur lequel on met une prévision de pic de forme. Donc à partir de là, on fait avec les petites formes du jour
qui nous sont octroyés. C'est vrai que c'est assez aléatoire, hein. Vous pouvez avoir du 0 prévisionnel et au final vous retrouvez avec un +3 et tout de suite ça fait une énorme différence. Et puis inversement, on peut aussi se retrouver avec un -2 qui fait très très mal alors qu'on s'attendait à avoir du 0. Bon, petit aspect aléatoire qui fait qu'on maîtrise pas non plus totalement les choses. Étape 5, elle est rigolote, hein. Elle est bien l'étape 5 parce que elle est prétendument vallonnée, mais au final elle n'est pas très vallonnée. C'est marrant d'ailleurs la classification des étapes sur ce tour du Benelux dans Pro Cycling Manager. Je trouve qu'au final, l'étape 5 et l'étape 6 sont relativement proches au niveau de la nervosité quand on les joue. Ce sont des étapes qui sont vraiment intéressantes pour le coup. Ce tour du Benelux, pour moi, il mérite d'être joué si on a un sprinter, évidemment. Et déjà aussi parce que c'est toujours intéressant, hein, de se tester en équipe sur le petit prologue par équipe de l'étape 3. Hein. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est les étapes un petit peu animées, voire très animées, un peu folles, que peuvent être les étapes 5, 6. Bon, et puis après, évidemment, la 7, c'est à part. Hein. La 7, elle est à part. Donc, vous vous souvenez, je vous avais montré ce tour il n'y a pas très très longtemps. Là, c'est Caleb Ewan qui prend celle-là, avec des vrais écarts qui vont se faire, par contre, sur cette étape, avec plein d'autres coureurs, ce qui fait qu'au final, il y a une petite brochette comme ça de coureurs qui sont concernés par la victoire finale, mais regardez, il n'y en a pas 12. Il y en a même plus 12 à ce stade-là. Et ce que je pensais aussi, c'est que l'étape 5 et l'étape 6, il y en a une qui est vallonnée, l'autre qui est déclarée comme pleine. Au final, je trouve pas qu'il y ait une différence majeure entre les deux au niveau des difficultés, je dirais. Et bon, bah, ça fait du coup de l'étape 6 qui est en pleine, une étape qui est beaucoup plus indécise que ce qu'on pourrait l'imaginer, alors que par exemple les étapes 1 et 3, au hasard, elles n'étaient pas très indécises, on savait très bien ce qui allait se passer. C'est du sprint et puis c'est pour un des meilleurs sprinters du plateau. Là, c'est pas pareil. Pas pareil, il y a discussion. Ça veut pas dire qu'un sprinter peut pas la gagner, mais il y a en tout cas moyen de durcir, il y a moyen de faire des petits écarts. Ça finit en général pas avec un très gros groupe. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je croirais que je fais la publicité pour le tour du Benelux dans Pro Cycling Manager. C'est pas du tout le cas. Mais voilà, à titre personnel, je trouve qu'elle mérite vraiment d'être jouée. Peut-être. Oh, il y a beaucoup de courses de toute façon qui méritent d'être jouées. Attaque de Stibar. Attention, ça, c'est très très sympa de la part de l'IA d'avoir envoyé cette petite attaque. Derrière, on a Sagan également qui s'est manifesté. Il a envie de participer à la chevauchée de Stibar. Non, on a vachement travaillé avec Lutsenko. Parce qu'en fait, je caresse l'espoir de gagner avec Kurt Nielsen, celle-là, en menant par Lutsenko. Mais au final, vous avez vu l'accélération fulgurante de Caleb Ewan et de Peter Sagan ont eu largement raison de Kurt Nielsen. Eh ben oui, hein, c'est pas du tout le meilleur sprinter du lot. Déjà, on est content, on a terminé devant Mathieu Van Der Poel et par exemple Arnaud Démare, ce qui est pas ridicule. Puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'avec ce petit jeu des places par-ci par-là, bah, au final, Ewan, certes, est un leader qu'on espère provisoire, parce que Kurt Nielsen, il est pourquoi pas en mesure de peut-être remporter ce tour du Benelux, puisqu'il n'a que 2 secondes à boucher par rapport à Caleb Ewan, et le principal rival au final pour la victoire finale, parce que avec ces pavés, on a vu aperçu le mur de Grammont hein, qu'on va passer 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Avec ces pavés, avec cette difficulté là de cette étape 7, Caleb Ewan, il nous fait pas trembler, très clairement. On sait que sur les pavés, il va être complètement en difficulté. Mais par contre, Sagan, lui, il peut être vraiment là jusqu'au bout. Donc il va falloir voir s'il n'y a pas moyen de gratter une petite bonification. Il y a 10 secondes d'écart entre Kurt Nielsen et Sagan. Et puis là,
encore un passage au mur de Gramont, un passage qui s'est très mal passé pour Lutsenko, puisque le pauvre Lutsenko a été complètement enfermé sur la droite au départ du mur de Gramont, et au final, notre ami Kurt Nielsen se retrouve un peu tout seul, puisque Lutsenko, lui maintenant, il est à l'arrière dans un groupe qui ne roule pas, ou qui roule un peu, mais au final qui va se calmer très rapidement, et qui va faire que Lutsenko, il faudrait qu'il bosse comme un malade pour arriver à boucher ce trou. Regardez, c'est mort, vous l'avez compris, c'est totalement mort à ce stade-là. Je me suis fait un peu piéger. Je suis un peu piégé avec Lutsenko. Pourtant, il était situé bien à l'avant dans le mur de Gramont, et puis au final, ça va pas. Donc il nous reste plus que la cartouche Kurt Nielsen. C'est pas grave, hein, on a encore de l'espoir. Voilà, attaque de Peter Sagan. Il y a comme ça une offensive de pas mal de très très gros coureurs du plateau. Voilà, on avait vu Philippe Gilbert, il y a du Greg Van Avermaet, il y a Stibar, enfin bon, ouais, beaucoup de très très bons coureurs. Allez, il faut essayer de résister car Greg Van Avermaet est peut-être placé pour gagner cette étape, et non. Au final, il va se faire reprendre, c'est Peter Sagan qui va s'imposer. Attention, il y a une bonif de 10 secondes, mais Kurt Nielsen prend la bonif de 6 secondes, et donc il y en avait 10 d'écart au départ. On en concède 4, ce qui veut dire que la victoire finale sur ce tour du Benelux, elle est pour Magnus Kurt Nielsen pour pas grand chose, mais voilà, on la prend. Bah écoutez, ça couronne une semaine plutôt sympathique, puisque Kurt Nielsen il s'arrête plus de ramasser des petites choses à droite à gauche. On est bien content de l'avoir fait re-signer. Je trouvais que pour un vainqueur de Milan-San Remo, maillot vert du Tour de France avec 4 victoires d'étape, Kurt Nielsen à 55 000 par mois, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc il faut croire que ces notes qui, au final, il n'y en a aucune qui est excellente dans un domaine. Il est, là par exemple, peut-être 79 peut-être, qui est pas mal du tout, mais mise en accélération. Mais mis à part ça, il n'y a aucune note qui est vraiment exceptionnelle, hein, sur 17 en sprint et accélération, sur 19, voilà, mais c'est à peu près tout. Pour le reste, il est solide physiquement, il résiste, on l'a bien vu, on est capable de le faire suivre. C'était notamment à la vidéo précédente, hein, qu'on avait vu un Kurt Nielsen de gala, hein, qui s'imposait à peine les meilleurs sprinters étaient éliminés. C'est un peu sa vocation en fait. C'est pour ça que j'aime bien le conserver. C'est parce que au final déjà Astana c'est pas une équipe de sprinters. Donc avoir Magnus Kurt Nielsen qui a un petit peu une attitude à la Matthews avec l'Auto Soudal l'année dernière sur PCM 2018, en fait ça me convient tout à fait dans une équipe comme celle-là. Et de ce fait, déjà moi je trouve qu'il répond vachement aux attentes. Et on va essayer de l'emmener du côté de la Cyclassics de Hambourg pour éventuellement s'imposer. Alors on a vu que là le 4e passage dans le Vaseberg a eu lieu, et c'est vrai qu'il a, comme d'habitude, accouché d'un écart pour une grosse vingtaine d'hommes. Ça part toujours à 15, 20, 30 hein, à cet endroit-là, pour essayer d'aller s'expliquer dans le final. Attention à Tish Benoît qui est bel et bien présent. Tish Benoît qui travaille pour emmener Caleb Ewan. Il y a un petit trou qui s'est fait déjà avec le reste des échappés, hein, si j'ose dire. Attention, hein, derrière, mal à boucher. Il faut surveiller. C'est pas une très très bonne nouvelle d'avoir Caleb Ewan qui est comme ça dans les starting blocks pour aller sprinter. Parce qu'on sait que Caleb Ewan, il est à peu près impossible pour Kurt Nielsen de le battre sur ce terrain-là, hein, qui est un terrain plat. Je tente un tout petit coup de je sais pas quoi, de bluff un peu avec Ballerini. Bon, je tente en fait de tracer un peu la route, quoi. Mais au final, regardez, dès qu'il y a démarrage de Caleb Ewan, il n'y a même pas de discussion possible. Caleb Ewan, ça va beaucoup trop vite pour Kurt Nielsen. Donc à partir de là, on est deux. Et puis c'est très bien ainsi, hein. Très bien ainsi de faire deuxième sur une telle épreuve, dans la mesure où on n'avait pas réussi à distancer
tous les meilleurs sprinters, parce qu'il en restait déjà au moins un. Donc, écoutez, voilà, c'est comme ça. Allez, on parle maintenant de la suite, puisque si Hambourg a été joué, ça veut dire qu'au final, on est au début de la Vuelta. Donc, une Vuelta avec un parcours qui est super sympa. Je pense que vous avez tous plus ou moins jeté un œil sur la Vuelta ces 2-3 dernières semaines pour constater une course qui était dans la réalité très très agréable à suivre, avec aussi pas mal d'incertitudes, y compris dans les premières étapes. On se souvient de l'étape 2, hein, sur laquelle par exemple on a Quintana qui est venu s'imposer. Il y a aussi voilà, cette arrivée, étape 5, à Habalambre, qui a aussi accouché d'un joli final, hein, vraiment, on peut le dire. Bon, très bien. Et Madrazo qui jouait sa petite partition pour le maillot à poids. Il y a des étapes vraiment. En fait, tout est intéressant à jouer. Allez, peut-être que la 3 et la 4, elles sont pas super marrantes. Mais si on a un sprinter, elles sont marrantes. Mais voilà, la 9, elle est super importante. Avec arrivée à Cortal d'Engrams. Et la 10, elle est juste fondamentale. Il faudra voir à ce moment-là quel est le plateau. S'il y a un Roglic ou un Dumoulin ou un Froome en très grande forme, ça peut faire très mal à l'étape 10 par rapport à Miguel Angel Lopez. Hein. Donc, ok. Après, il y a comme ça des petites possibilités. Tiens, étape 12, dédicace, Philippe Gilbert, bien sûr, qui a réussi à partir tout seul dans la dernière difficulté. Il y a comme ça, voilà, hein, des opportunités pour les punchers, des opportunités aussi d'arriver au sommet pour les grimpeurs, des petits murs finaux comme on voit là dans l'étape 14. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis moi, du côté de cette équipe Astana, je vous promets juste une chose, c'est que ce sera Miguel Angel Lopez le leader. Je vais pas emmener Fuglsang pour lui voler la vedette. Je vais emmener Fuglsang pour peut-être essayer d'aller chercher une étape avec Fuglsang. Et puis peut-être aussi euh, aider Miguel Angel Lopez quand il le faudra en se sacrifiant, tout simplement. On verra si ça passera par le biais de prendre du retard au général pour pouvoir partir en échappée. On a vu Fuglsang aussi s'imposer dernièrement. En tout cas, voilà, lors de l'étape 16, il était parti, et puis au final, il gagne l'étape. Voilà, peut-être un petit scénario comme celui-là. On a Yonis Aguirre, on a Gorka, on a comme ça du bon gros matos pour essayer d'aller aider Miguel Angel Lopez à l'attraper, celle-là. En réalité, c'est plus dur. Bon, c'est pas grave, on est dans un jeu et on va faire tout ce qu'on peut pour prendre cette Vuelta, ou en tout cas pour n'avoir aucun regret. Je vous dis à très bientôt. On essaie de tenir le rendez-vous du dimanche matin comme ça. Bye bye.